Enquête et reportage, une émission de TRG produite par l'agence de reportage Adarc et présentée par Jean-Philippe Mortier. Enquête et reportage, un magazine sur l'actualité, les découvertes régionales et les grands reportages internationaux. Eh bien, chers amis, bonjour. C'est toujours pour moi un plaisir de vous retrouver sur les ondes de TRG au rendez-vous d'enquête et reportage, cette émission qui vous emmène chaque fois visiter un pays au fin fond de la planète ou, comme maintenant, va vous expédier dans les récits et reportages les plus insolites et plus spectaculaires de notre temps. Et oui, je vous propose donc une série de reportages sur les fabuleuses découvertes de l'archéologie avec aujourd'hui une exploration dans le monde fascinant des momies. Le fait d'avoir voyagé sur les terres de l'histoire ont amené beaucoup de reporters de la DARC à s'attacher aux indices qui pourraient nous donner des renseignements sur la vie courante de nos lointains parents. Oh, je sais, nous avons des chantiers archéologiques qui ont un tel état de conservation que le fait même de les visiter nous plonge dans l'univers de la vie courante des gens qui y vivaient. Je veux parler, vous l'avez deviné, des fouilles archéologiques des villes italiennes de Pompéi, Herculanum et du fameux port de la Rome antique, Ostie. Mais une chose est encore plus remarquable, c'est la présence humaine, les gens, leur physique, comment étaient-ils, comment ils s'habillaient. Eh bien, nous avons un vivant exemple, si j'ose dire, avec les momies. Beaucoup de peuples possédaient la maîtrise de l'embaumement des corps. On pense bien sûr aux très célèbres momies égyptiennes, dont nous allons parler d'ailleurs tout à l'heure. Mais ce n'est pas tout, et vous allez être surpris quand je vous dirai que des momies, il y en a pas qu'en Égypte, puisqu'à l'heure où je vous parle, on en découvre encore en grignotant notre écorce terrestre dans les coins aussi insolites que le grand détective anglais Sherlock Holmes lui-même se verrait dépassé par le plus simple et anonyme archéologue de notre temps. Élémentaire, mon cher Watson. Et oui, il faut bien le savoir, des momies, vous en avez partout. Alors une momie d'abord, qu'est-ce que c'est ? Si on se réfère à la définition du Larousse, nous apprenons que c'est un cadavre conservé au moyen de matière balsamique ou par embaumement. Il faut dire en premier lieu qu'il y a deux sortes de momies, les momies de type égyptien conçues artificiellement et les momies conservées par le plus grand des hasards appelées momies gauloises. Pourquoi momies gauloises ? Parce que les premières furent découvertes en Auvergne, terre de prédilection des Gaulois, partout atis par Pélinos, comme le dirait notre cher Astérix national. Certaines de ces momies ont été découvertes en des lieux insolites. Tenez, vous en aviez même à quelques vingtaines de kilomètres de nos studios de TRG, puisqu'à l'entrée de Bordeaux, vous aviez jadis les fameuses momies de Saint-Michel. C'est donc à tout seigneur, tout honneur, comme l'on dit, que nous allons commencer par l'histoire des momies de la flèche Saint-Michel de Bordeaux. Pour nous en parler, j'ai interrogé un des spécialistes de l'histoire bordelaise, Jean-Yves Baucher, qui est conservateur au musée d'Aquitaine et qui connaît très bien l'histoire des momies de Bordeaux. Et ma première question a été de demander à Jean-Yves Baucher pourquoi les appelait-on momies naturelles. Ce sont des momies dites naturelles tout simplement parce que ce sont des corps qui ont été ensevelis dans un cimetière qui avait des filons ici et là de propriétés naturelles de conservation. Ce cimetière, c'était le cimetière de l'église Saint-Michel et certains auteurs ont estimé que le sol même de ce cimetière était soit calcaire ou sablonneux, ou encore d'après d'autres soit argileux, et que c'est dans ces terrains-là qu'on trouvait donc des filons qui avaient propriété naturelle de conservation. Pour nos amis auditeurs qui ne sont pas bordelais, il faut préciser que la flèche Saint-Michel se situe à côté de l'église Saint-Michel. Elle est indépendante de l'église elle-même. On voit ce clocher immense un peu avant le pont de pierre sur la gauche quand on rentre dans Bordeaux par la rocade.
Alors autour de Saint-Michel, il y avait donc un cimetière jadis. Il y avait un cimetière, c'est l'époque où, jusqu'à la Révolution, Bordeaux avait des cimetières autour de ses églises et dans les couvents. Cette époque-là, jusqu'à cette époque-là, les morts se faisaient enterrer dans leur paroisse. Mais en même une fosse commune, je pense, non, où il y avait des sépultures. Il y avait des fosses communes, bien entendu, et il y avait des tombes. Mais la Révolution est intervenue pour créer un grand cimetière général à la Chartreuse, sur l'ancien couvent de la Chartreuse édifié par le cardinal de Sourdis au XVIIe siècle, et pour rassembler désormais là l'ensemble des dépouilles des Bordelais. À partir de ce moment-là, il a été décidé en 1794, dans les années 1794-96, de ne plus ensevelir dans les anciens cimetières autour des églises de Bordeaux. Et c'est ce qui a sans doute abouti à la découverte de ces momies, puisque du cimetière ancien, on passait à une autre destination du terrain où il se trouvait. Et en voulant passer à cette destination, on a enlevé les corps qu'on a trouvés dans un état de conservation satisfaisant, disons, à l'époque, n'est-ce pas, il y a 200 ans. Et donc, certains ont été choisis pour être abrités dans le caveau de la tour Saint-Michel, qui était, sinon le centre, du moins au milieu du cimetière. Donc, avant la construction de l'église Saint-Michel, vous m'avez dit, hors antenne, Jean-Yves Baucher, qu'il y avait un caveau à cet emplacement. Il y avait un caveau primitif qui s'est construit avant même la construction de l'église Saint-Michel et de son clocher au XIIIe siècle. Ce caveau-là, il y avait des ossements entassés, n'est-ce pas? Et au-dessus, on avait construit au XIIIe siècle une chapelle dans le style roman. Le temps passant, cette chapelle elle-même a été prise pour accumuler de nouveaux ossements, si bien que, arrivé à la fin du Moyen Âge, au moment de la construction de l'église Saint-Michel et de la flèche que l'on a aujourd'hui, du clocher qu'on a aujourd'hui, on s'est trouvé obligé de nouveau construire une chapelle, cette fois dans le style gothique, pour au-dessus des deux caveaux qui s'étaient érigés auparavant. Au-dessus du premier caveau primitif et au-dessus, bien entendu, de l'église romane qui avait été transformée, elle aussi, en caveau en son temps. Donc, c'est cette église gothique qui va se construire d'ailleurs assez tard, dans les années 1575, qui est celle que l'on connaît grosso modo aujourd'hui, et qui va recevoir, à l'époque de la Révolution, les 67 momies sorties des terrains du fameux cimetière dont je vous parlais tout à l'heure. Alors ces momies sont donc installées. D'abord, y a-t-il eu des dates sur ces momies? Il y a eu plusieurs interprétations de datation des momies. À l'époque du XIXe siècle, on s'est trouvé avec quantité d'hypothèses tout aussi fausses les unes que les autres. Et la gardienne qui faisait visiter les momies jusque dans les années 1950-60, n'est-ce pas, proclamait que ces momies avaient été remontées au Moyen-Âge. Ça, c'est discutable, mais bon, c'est encore relativement plausible encore que ce n'est pas vrai, et surtout au XIIe siècle. Alors là, on arrête tout de suite parce que elles ne font pas du tout partie, comme on l'a vu, des ossements du premier caveau. Donc c'est impossible. Au XIXe siècle, on a donné, notamment à l'époque de Louis-Philippe, des datations tout aussi erronées les unes que les autres.
Elle remonterait à 200 ou 300 ans, c'est-à-dire si on se place à notre époque d'aujourd'hui, ce serait dans les années 1630 ou 1530. Ça, c'est déjà beaucoup plus vraisemblable, mais on affirmait que dès cette époque-là, 1630, 1530, elles étaient déjà dans le caveau qu'elles occupaient, ce qui n'est pas vrai. On est même allé beaucoup plus loin. Certains ont parlé de 500 ans d'âge, ce qui nous mettrait vers 1330. C'est impossible. D'autres, en 1845, comme Adolphe Léger, estimaient avec assurance que la plus ancienne momie de Saint-Michel ne comptait pas moins de 800 ans, ce qui nous mettrait autour du milieu du XIe siècle. Encore plus impossible. En fait, il n'en est rien de tout cela. Ce que l'on peut estimer aujourd'hui, depuis déjà quelques décennies, c'est que ces momies remonteraient tout au plus au XVIe siècle, peut-être au XVe, mais c'est pas sûr, en tout cas au XVIe siècle, voire au début du XVIIe siècle. Alors, beaucoup de légendes ont été attribuées à ces momies. D'où venaient-elles? Quelle était leur identité? Beaucoup de légendes et peu de vérité, c'est ce que nous explique Jean-Yves Baucher. Ces légendes, on a deux types de personnages, si vous voulez. Des personnages qui se réfèrent à l'aspect physique, sur lequel il n'y a pas de légende proprement dite. Dans l'ordre dans lequel j'ai pu voir ces momies en 1977, on reconnaissait encore l'homme aux mains bien conservées. Bon. Non pas que les mains aient été bien conservées en 1977, mais par jeu de photographie interposée d'un état à l'autre, des années 30 aux années 70, on arrivait à le reconnaître. Ensuite, vous avez d'autres personnages qui sont là interprétés avec une légende qu'on imagine et qui doit être, elle aussi, qui doit reposer sur l'aspect que ces personnages avaient lorsqu'on les voyait encore à peu près entiers. Par exemple, la famille empoisonnée, qui compte 6 personnages, dont une fillette, un père et un enfant. Cette famille aurait été, bien entendu, empoisonnée par les champignons. Pourquoi? Parce que sur les masques mortuaires de ces personnes se voyaient des expressions qui formaient comme des traces de douleur. On a imaginé que ça pouvait être l'histoire d'une famille empoisonnée par les champignons. Alors, on allait même jusqu'à dire que le père, qui était le plus grand, naturellement, avait moins souffert puisque les traits étaient moins accentués. On a aussi un aspect assez curieux. On relate la présence d'une négresse, mais même les romantiques disaient qu'on ne voyait pas très bien pourquoi elle était plus noire que les autres. Au contraire, elle semblait à peu près semblable. Je ne vois pas sur quoi ça pouvait reposer. Alors il y a une légende un peu plus sérieuse, entre guillemets, plus accentuée, qui est celle du prêtre et de sa soutane. Parce que, à l'époque, toujours 19e, début 20e, on reconnaissait encore son vêtement et il restait des lambeaux de ce vêtement ecclésiastique. Aujourd'hui, depuis 77, il n'en est plus rien, bien entendu. Mais on affirmait à l'époque qu'il s'agissait d'un ancien bénéficier de l'église Saint-Michel, un prêtre connu dans la paroisse sous le nom de Père Félix, et que ce Père Félix aurait eu une tombe sur laquelle aurait été inscrite la date d'inhumation qui aurait remonté au début du XVe siècle. Alors évidemment, tous ces documents ont disparu depuis la Révolution et on n'a pas pu, si vous voulez, ajouter foi à cet aspect de cette légende. Mais il y en a une autre, alors tout à fait rocambolesque s'il en est, le portefaix, qui lui aurait parié un jour de porter une charge de 1250 kilos de la Porte-Caillaux au Chartrons. Il aurait gagné son pari, mais tout de suite après, son ventre se serait ouvert et il serait mort peu après, bien entendu, de cet accident regrettable. La bonne dame ou les romantiques ont signalé que sa peau aurait eu l'épaisseur d'un cuir de bœuf, parce qu'on tâtait
les pauvres restes de ces gens momifiés. Un autre tout aussi extraordinaire serait un général. Un général que l'on dit être le général de Pressac, d'une famille des Landes encore existante aujourd'hui, ou bien un monsieur de la Chassaigne, sans qu'on sache exactement qui il était vraiment. Et que ce général aurait été tué en duel, et qui plus est, on connaît l'agresseur, qui serait un monsieur de la Chalotais. Sur quoi ça repose, je ne vois pas. Toujours est-il qu'il pourrait se trouver une part de vérité cachée là-dedans, dans la mesure où on sait qu'à Bordeaux, au XVIIe siècle, les duels se tenaient souvent au pied du palais Gallien. Les ruines du palais Gallien étaient moins endommagées qu'aujourd'hui, et on s'y donnait volontiers rendez-vous, comme l'atteste un dessin du dessinateur hollandais Van der Rem en 1638-39, qui nous montre une scène de duel au pied du palais Gallien. C'est un petit peu, si vous voulez, ce palais Gallien à l'époque, ce que Alexandre Dumas faisait du couvent du Carme des Chaux à Paris dans son roman Les Trois Mousquetaires. Alors, on peut rattacher à cette légende du général cet aspect des choses sans aller beaucoup plus loin. Mais là encore, les visites passées faisait montrer que sur le côté droit de la poitrine décharnée du dit général, on aurait vu la place du fer ou de l'épée qui le fit tomber sous le coup de son adversaire. On a constaté un homme le plus grand, ça ce n'est pas une légende proprement dite, c'est tout simplement dû à la momie elle-même. Et puis aussi la présence d'un enterré vivant. Là, c'est beaucoup moins amusant. C'est selon la légende un petit garçon qui aurait été enfermé vivant dans le sépulcre. Et la plus effroyable expression de la souffrance humaine se serait vue encore dans cette momie, la tête rejetée en arrière, les ongles s'enfonçant dans la main, les nerfs tendus, les genoux pliés, marquant l'effort que le pauvre enfant aurait fait pour tenter de briser le couvercle de son cercueil. Là aussi, légende, pourquoi, on ne le sait pas. Cela tient là aussi à l'expression de la momie qu'on avait retirée du filon. Un homme à la langue bien conservée, ça je ne l'ai jamais vu. La mère et l'enfant, eh bien tout simplement une mère qui tenait dans ses bras un petit bébé, qui, nous dit la légende, aurait eu encore une dent, ça on ne l'a pas retrouvé. Et les deux auraient été retirés du même cercueil. Ça, c'est vraisemblable, mais ce n'est même plus une légende, c'est une constatation, c'est tout. Alors d'autres momies qui n'étaient plus du tout identifiables en 1977, ou selon la comparaison même des photos anciennes et récentes de ce moment-là, auraient fait apparaître un bossu par devant et par derrière, un homme portant perruque, un homme à l'œil bien conservé et une petite vieille recroquevillée et sinistre ayant porté un bonnet, depuis lors disparu depuis longtemps. Il y a eu même une légende parallèle à l'ensemble de toutes ces momies qui s'est greffée vers le milieu du XIXe siècle et qui disait qu'on assurait que dans la nuit du 1er au 2 novembre, jour des morts, chaque année à minuit, on entendait un vacarme infernal dans le caveau des momies. Personne, semble-t-il, n'a osé entrer à cette heure et ce jour-là dans le dit caveau. Ce qui continuait évidemment à faire fructifier les légendes. Voilà. Alors naturellement, il faut bien le répéter, ces légendes ne reposent sur très peu de fondements. Quel est le fondement qu'on peut avoir, si ce n'est seulement, encore une fois, l'aspect que les momies pouvaient recouvrir quand les gens du 19e les avaient vues pour la première fois, et les visiteurs, puisqu'elles se conservaient d'elles-mêmes encore avant que le temps et l'usure ne fassent leur œuvre. Écrivains et romantiques, et pas des moindres, se sont même mêlés des momies de Bordeaux. Et puis on n'y est pas allé avec le dos de la plume, si j'ose dire. Alors il y a plusieurs romantiques qui sont allés à Bordeaux et qui, à l'occasion, ont pu voir les momies. C'est intéressant parce que ça se passe dans les années, grosso modo, autour de 1840-1850,
Et parmi eux, Théophile Gautier, dans les années 1843, lorsqu'il publie son ouvrage Tra los Montes, fait référence à son voyage à Bordeaux et à sa découverte des momies. Mais emporté par son lyrisme, il exagère la couleur sombre du spectacle des momies d'alors. Pas de cauchemar plus horrible, dit-il, les caprices monstrueux de Goya et les délires de Louis Boulanger, les diableries de Callot et de Ténier ne sont rien à côté. Tous les faiseurs de fantastique sont dépassés. Vous voyez, le fantastique apparaît déjà à ce moment-là. Ces spectres sont dignes de figurer au Sabbat Faust. Cependant, il faut remarquer que Goya, qui a vécu ces dernières années à Bordeaux, entre 1824 et 1828, n'a semble-t-il jamais vu les momies. Ou en tout cas, ça ne l'a pas inspiré. Et il semblerait que s'il l'avait vu, il en aurait laissé quelques dessins assez extraordinaires. Rien chez Goya de ce côté-là. Par contre, Victor Hugo, en 1843, alors fait tout un étalage d'horreur que lui inspire ou lui aurait inspiré ces momies. D'une part, je crois qu'il faut le citer, surtout en cette année 2002, puisque nous fêtons le 2e centenaire de sa naissance. Tout à fait, oui. Et au niveau des momies, il écrit, lorsqu'il va en voyage aux Pyrénées, il passe par Bordeaux et Bayonne, et à Bordeaux, il s'arrête et voit des momies. Et voilà ce qu'il en dit. Je ne sache pas de plus effroyable revue. Dante et Orcagna n'ont rien rêvé de plus lugubre. Les danses macabres du pont de Lucerne et du Campo Santo de Pise ne sont que l'ombre de cette réalité. Je regardais avec une sorte de vertige cette ronde qui m'environnait, immobile et convulsive à la fois, les uns se laissant pendre leurs bras, les autres les tordant. Quelques-uns joignent leurs mains, une expression de terreur et d'angoisse est sur toutes les faces qui ont vu l'intérieur du sépulcre. Là, il renvoie non pas aux momies, mais au public. De quelque façon que le tombeau le traite, le corps des morts est terrible. Voilà ce qu'en dit Victor Hugo. Mais il ajoute un discours pseudo-historique. Et ce discours pseudo-historique, il faut bien le comprendre, est sorti tout droit de son imagination. Il estime en effet qu'en 1793, pendant qu'on violait le cimetière des Rois à Saint-Denis, on viola le cimetière du peuple à Bordeaux. Et le cimetière Saint-Michel fut dévasté comme les autres. On arracha les cercueils du sol, on jeta au vent toute cette poussière, profanation qui n'a jamais existé que dans l'esprit de Victor Hugo. Car, à contrario, quand on se place dans la réalité des faits, les sans-culottes n'avaient pas raison, sous la Révolution, de violer des sépultures qui concernaient des gens quasi inconnus ou des gens du peuple. En plus, on peut accréditer cette réalité du fait que en 1794, le 17 Missidor en 2, 5 juillet de la même année, une autorité du membre du bureau d'état civil de Bordeaux déclara que la grande quantité des corps ensevelis dans les cimetières des paroisses, notamment celle de Saint-Michel, donc celle des momies, ne permettait plus de procéder à des inhumations dans ces cimetières. Ces momies ne se visitent plus, la cause c'est leur dégradation. C'est vrai, Jean-Yves Baucher, que le public y est pour quelque chose. Les guides ont touché les momies, ont tapoté les peaux, qui se sont bien sûr abîmées. Et voilà la raison pour laquelle ces momies, entre autres, ne pouvaient plus à un moment donné recevoir la visite de profanes. Elles avaient reçu depuis longtemps, dans cette 19e et dans cette première partie du 20e siècle, un nombre assez important de visiteurs. Vous savez que la présence humaine ne permet pas, du fait de la respiration des individus, une bonne conservation des corps qui ne sont plus. Et dans ce cas-là, évidemment, les visites nombreuses n'ont fait qu'accélérer la dégradation des momies. Je voudrais faire remarquer une chose, c'est que au moment où on a demandé à l'écrivain bordelais Maurice Ferruche
d'écrire une plaquette sur les momies, qu'il a écrit d'après les souvenirs qu'il en avait en 1923 et qu'il a publié plus tard en 1928, il semble que l'ordre qu'il ait donné à ces momies ait été changé par la suite. En tout cas, en 1977, l'ordre était bouleversé. C'est donc qu'entre cette cinquantaine d'années, on a dû avoir de grands désordres et de grands changements ou de grands déplacements dans l'ordre des momies de Saint-Michel. Ça n'a pas été du tout, semble-t-il, dans le sens de la bonne conservation des dites momies. Encore une fois, dégradation avec cette cinquantaine d'années. Mais en 82, une demande de filmer les momies aboutit à une réouverture du caveau de Saint-Michel. Et à ce moment-là, l'état de dégradation est encore plus accentué. Mais le temps de l'ouverture, bien que bref, tombait un vendredi de Pentecôte, du moins d'avant la Pentecôte. Et l'on n'eut guère le temps de reboucher l'ouverture de la porte d'accès, et pendant le long week-end de la Pentecôte, et après, on constata la disparition de certains éléments de momie, notamment la tête du père de la famille empoisonnée, qui, elle, avait quitté les lieux. Ça, on l'a bien remarqué. Et l'on dit l'avoir vue, tenez-vous bien, dans ce fameux week-end, sur les étals des brocanteurs de la place Saint-Michel, pendant ce bref délai, et qu'elle se serait vendue. En tout cas, elle n'est pas revenue, et le mardi suivant, les accès du caveau furent de nouveau bouchés, empêchant toute pénétration. Alors, la pénétration ne se faisant plus, 3 ans après, en 85, on a fait un nouvel état de la momie, avec naturellement prise de vue photographique, avec un nouveau délabrement. Tout effet de momie avait alors complètement disparu, il n'y avait plus de momie peu ou prou bien conservée ou même mal conservée, et on envisagea à ce moment-là la possibilité de les réinhumer ailleurs ou de les faire transférer ailleurs. Alors c'est là que le cimetière de la Chartreuse intervient. Oui, mais auparavant, il faut imaginer que dans les 3 ans qui nous séparent de 82 à 85, pour éviter toute dégradation par un tiers des momies en question et éviter un nouveau vol, les ouvertures et les soupiraux avaient été sinon complètement ou du moins partiellement obturés et l'air ne circulait plus dans le caveau, dans la chapelle, suffisamment comme il aurait dû circuler. Si bien que là aussi, cet effet-là a eu sans doute un effet très peu propice à la conservation de ce qui restait alors. Donc en 1990, après avoir consulté les autorités nécessaires, une nouvelle campagne de prise de vue a été faite, et cette fois l'état de momie était réduit à de pauvres restes, et décision a été prise de les transformer et de le transférer au cimetière de la Chartreuse. Et cela a été fait cette année-là avec l'assentiment des autorités municipales. Eh bien merci Jean-Yves Baucher. Voilà, je vous rappelle que vous êtes sur TRG 92.6, Jean-Philippe Mortier, pour vous présenter l'émission Enquête et reportage. Ne quittez pas l'antenne, dans quelques instants nous irons loin, très loin, puisque je vous emmènerai en Égypte, en compagnie de Jacques Zacharie qui nous expliquera les grands secrets de la momification égyptienne. Très ancienne, la momification artificielle du type égyptien est corollaire d'une notion religieuse d'ombre et de double. C'est pour cela que les civilisations blanches, à l'exception des anciens Guanches, détruisent toujours les cadavres par la terre et le feu. Les momifications connues de papes et de rois n'ont aucune racine dans les religions d'Occident. Elles copient la momification des pharaons tout simplement. Même remarque pour la momie de Lénine, d'ailleurs mal réussie. Quant aux momifications faites aux États-Unis, leur unique référence est dans l'infantilisme spirit des nouveaux riches. Pour les Indiens, qui momifient également leurs défunts, ils croyaient si fermement à une seconde vie terrestre que chez eux les momies participaient à tous les événements familiaux. En fait, on leur demandait conseil. On a découvert aux abords de la cordillère des Andes des momies parées en jeunes mariés. D'autres participaient au verdict dans les jugements. Les plus insolites, les plus raffinées et surtout les plus célèbres sont les momies égyptiennes. Pour nous en parler, j'ai à mes côtés Jacques Zacharie,
qui est historien d'art, conférencier et guide culturel d'Égypte. Ma première question a été de demander à Jacques Zacharie quel est le nombre de momies actuellement recensées en Égypte. Alors il y en a énormément. Il faut distinguer d'une part les momies d'animaux qui sont innombrables. Il existe des nécropoles qui contiennent des milliers et des milliers de momies d'animaux. Par exemple des momies de chats, des momies d'ibis, qui sont vraiment en grand nombre. Et puis il y a les momies humaines. Et il y a 2-3 ans, je ne sais pas exactement à quel moment, on a découvert dans le désert libyque d'Égypte, autrement dit dans le Sahara égyptien, plus exactement dans une oasis qui s'appelle l'oasis de Biarria, on a trouvé environ 10 000 momies. Voilà, 10 000 momies. Et alors on peut pour diriger un petit peu nos auditeurs sur cette Égypte fabuleuse, la plus connue de ces momies, enfin les plus connues, est-ce qu'on peut parler de certaines qui vraiment ont fait la une, si j'ose dire, le scoop du moment? Eh bien, il y a 2 momies très prestigieuses. Il s'agit de celle de Ramsès II, qui est actuellement visible dans une salle spéciale du musée du Caire, où elle est exposée en compagnie de quelques autres momies de rois et de reines. Et puis, il y a la momie de Toutankhamon, qui repose, et ça c'est un privilège unique, ou à peu près unique, qui repose dans sa tombe de la vallée des rois. Une tombe, on dit, qui est absolument extraordinaire et qui coûte très cher. C'est de l'or pur, je crois, non? Ou c'est le masque qui est en or de Toutankhamon? Il y a tout le trésor qui est au musée du Caire, mais la momie de Toutankhamon a été déposée dans un de ces 3 cercueils, le plus grand. C'est un cercueil de bois recouvert de peinture dorée, et ce cercueil repose lui-même, enfin abrite la momie, mais il repose dans le sarcophage de pierre qui était dans la tombe. Alors, dans la philosophie égyptienne, pourquoi on momifiait les morts? Les Égyptiens croyaient à la résurrection de l'âme et des corps, enfin ils croyaient à la vie dans l'au-delà, et ils étaient convaincus que pour que cette vie dans l'au-delà puisse se réaliser, il fallait préserver le corps de la détérioration, de la putréfaction, donc il fallait que le corps reste intact pour l'éternité. Alors, qui se faisait momifier? C'était des notables ou le commun des mortels pouvait se faire momifier également? Apparemment, ça coûtait très cher de se faire momifier, donc ce n'était pas à la portée de tout le monde. Et en principe, en tout cas dans les périodes les plus anciennes, ce sont les notables qui se faisaient momifier. Mais au fur et à mesure que l'on avance, on s'aperçoit qu'un nombre de plus en plus important de gens parvenaient à se faire momifier. Et à l'époque grecque, on constate qu'il y a beaucoup de gens qui se font momifier. Alors justement, ça m'amène à la question de vous poser, de vous demander jusqu'à quelle époque on momifiait. Bien sûr, maintenant on ne momifie plus en Égypte, mais ça s'est arrêté à peu près à quel moment? À l'époque grecque, autrement dit à l'époque où où Alexandre et ses compagnons ont conquis l'Égypte au IVe siècle, à la fin du IVe siècle avant notre ère, et ils ont fondé une dynastie, la dynastie des Ptolémées ou des Lagides, qui a régné pendant 3 siècles sur l'Égypte jusqu'à l'arrivée des Romains. Et là, on momifiait énormément, ouais. Alors je sais qu'on a fait beaucoup d'études sur ces momies, on en fait encore à l'heure qu'il est. Je voulais d'abord commencer par vous demander la radiographie. On a radiographié des corps, des momies. Est-ce qu'on a eu des surprises? Les radiographies ont permis de comprendre comment se faisait la momification. Ceci dit, c'est assez compliqué et surtout les techniques de momification
ont évolué avec le temps. On n'a pas toujours fait de la même façon. Il y a eu des changements dans les procédés. Ça a permis aussi de voir quelles étaient les affections dont souffraient les Égyptiens. Ça a permis d'établir des chiffres qui déterminent par exemple l'espérance de vie ou les causes de mortalité. Justement, j'allais vous demander, est-ce qu'on a découvert, au point de vue médical, vraiment des maladies bien précises, ou ça encore, ça reste dans le domaine du point d'interrogation? Je peux prendre des exemples très précis. Par exemple, dans l'oasis de Karga, qui est toujours dans le désert libyque d'Égypte, on a fouillé 2 sites. Le site de Douche et un autre site avec un nom imprononçable, et on a trouvé toute une série de momies de la fin de l'époque ptolémaïque. Autrement dit, de la période, des derniers siècles de l'Antiquité, un peu avant notre ère, un peu avant le début de notre ère. C'est une universitaire, Françoise Dunant, de l'université de Strasbourg, qui a procédé à l'étude de ces momies, aidée d'un radiologue, d'un anthropologue, et on a ainsi étudié 60 momies. Et on a pu déterminer, par exemple, que l'espérance de vie était en moyenne de 38 ans, que les femmes mouraient essentiellement entre 12 et 40 ans, parfois certains hommes arrivaient à l'âge de 60 ans. Les causes de mortalité sont, en général, pour les femmes, les accouchements et la bilharziose. Les causes de mortalité étaient également la tuberculose, la typhoïde. Et on remarque que beaucoup des défunts étaient atteints d'arthrose et avaient des déformations de la colonne vertébrale dues au transport de fardeaux. On est dans le désert et là, on devait transporter beaucoup de choses à dos d'homme. On manquait d'animaux de batte dans cette partie désertique. On a pu déterminer, par exemple, que les dentitions étaient abrasées de façon anormale, sans doute parce que ces gens mangeaient du pain fait de céréales broyées et dans lesquelles s'infiltraient des grains de sable qui usaient prématurément les dents. On a pu déterminer que la nourriture était en grande partie composée donc de pain, mais aussi de légumes, d'olives, de raisins. On a pu déterminer que certains individus souffraient de caries et d'autres pas, selon les 2 sites, avec des différences selon les sites. Et on en est arrivé à la conclusion qu'à un endroit, on consommait plus de miel qu'à d'autres. On arrive à savoir des tas de choses. Alors, avant d'arriver à la fabrication de la momie, si j'ose dire, je voudrais quand même vous demander l'inhumation. Une fois que la momie était conçue, en inhumé, donc ces momies, c'était dans des sarcophages, beaucoup de nos auditeurs pensent aux pyramides. Un simple paysan était déposé dans le sol avec un objet familier. Les pauvres étaient enterrés avec quelque chose qui leur avait appartenu. Et puis plus on est riche, plus on est proche du pharaon, et plus il peut y avoir de choses dans le tombeau. Il peut y avoir tout un mobilier, mais pas seulement un mobilier, il peut y avoir aussi des vivres, des aliments solides et liquides, des vêtements, des armes, des fleurs, des quantités de choses. Et dans le cas d'un pharaon, alors ça peut aller très loin, bien sûr. On peut trouver, on a l'exemple fameux du trésor de Toutankhamon qui contenait des centaines d'objets, 2000 objets environ,
et qui composait tout un mobilier, oui, qui était déposé dans la tombe. Alors, les produits employés pour momifier un mort, est-ce que actuellement on les connaît? Il y a des statistiques, on les a recensées? Oui, on a trouvé toute une série d'ingrédients qui étaient utilisés pour la momification. Par exemple, une des opérations de momification consistait à immerger le corps pendant un peu plus de 2 mois dans un bain de sel de natron, de manière à dessécher le corps, déshydrater le corps. Et puis, parmi les diverses étapes de la momification, il y avait celle qui consistait à entourer le corps de bandelettes de lin enduites de résine pour qu'elles adhèrent, pour qu'elles collent. Il y avait aussi des onguents, des baumes qui étaient utilisés pour rendre au tissu une certaine résistance, enfin pour faire en sorte que les tissus deviennent comme du cuir en quelque sorte. Et on a trouvé, par exemple, de la térébenthine de Kyo. C'était un produit qui était utilisé pour enduire les corps. On a trouvé du bitume. Quoi d'autre encore? Donc le sel de natron, oui. Je voulais vous demander, pardon, est-ce que il y avait un rituel de l'embaumement? Est-ce que on voit tout ce système, toute cette panoplie, toute cette conception de l'embaumement à travers les hiéroglyphes ou le livre des morts? Les étapes de la momification ne sont pas décrites, mais on est arrivé à reconstituer toutes ces étapes qui sont très longues. Par exemple, il y a dans les opérations de momification, il y a la destruction du cerveau à l'aide de crochets qui sont introduits par les narines. On a retrouvé d'ailleurs les outils qui étaient utilisés par les embaumeurs pour fabriquer une momie. Alors il y a des couteaux qui sont des crochets, des forceps, enfin un peu comme dans le monde de la chirurgie, on utilise des outils qui sont faits pour travailler le corps. Alors donc on enlève le cerveau, on le détruit. Par contre, on conserve le cœur qui est soit maintenu dans la cage thoracique, soit inclus dans les bandelettes, mais enfin le plus souvent il est maintenu dans la cage thoracique car les Égyptiens pensaient que le siège de la raison se trouvait dans le cœur. Et le cœur est indispensable car c'est lui qui doit formuler la confession du défunt au moment où le défunt comparaît devant le dieu des morts, Osiris. Il y a une séance de jugement, comme chez les chrétiens. Le défunt doit se confesser devant Osiris. Et puis, il faut procéder à certaines opérations qui consistent par exemple à débarrasser le corps des viscères, les intestins, le foie, l'estomac, les poumons, qui seront mis à part dans de petits cercueils prévus à cet effet, et ces petits cercueils seront eux-mêmes déposés dans des vases, que l'on appelle les vases canopes, 4 vases, pour chacun